Bonjour à tous, on va y aller. Merci d'être venus déjà. Alors c'est parti. Alors le petit slide standard sur ma petite présentation. Donc je m'appelle Mathieu Lux, je travaille à Zenica, plus précisément dans la branche AIA, donc la spécialité web et design. Et vous pouvez me retrouver en tant que sweep sur les réseaux sociaux. J'enchaîne directement. Le but de ce talk, c'est donc de parler de Vanilla.js. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le terme Vanilla.js, mais c'est il y a même un site, hein, Vanilla.js. C'est le principe de faire du web sans framework, sans toute la stack de framework, React, Angular, rien du tout. Vraiment comme le navigateur nous propose de le faire. Donc j'avais envie de faire ça, une sorte de retour aux sources. Mais quand même de façon un peu fun. Donc j'ai voulu le faire la version 2018, la version qui ne marche qu'aujourd'hui en allant chercher un petit peu les limites du web. Alors j'ai un petit disclaimer. Ça existe des gens qui n'aiment pas les frameworks et qui pensent que Vanilla.js c'est l'avenir. C'est pas du tout mon cas. Je fais du React à longueur de journée, du Vue, du Angular, je fais un peu de tout. C'était plus pour une démarche de découverte et de test que par une pure volonté de dire que les frameworks c'est pourri. C'était le premier message. Et le deuxième message, c'est que j'ai un peu abusé avec les photos, vous le verrez. Alors pourquoi j'ai fait une chose pareille? Donc j'ai balancé un petit peu l'idée. C'est pourquoi faire une chose pareille? Une chose qui est claire, c'est pas pour mettre ça en production. Moi, quand je l'ai fait, j'ai galéré. J'ai pris plus de temps, 4 fois plus de temps que le faire avec React. Et une fois de temps en temps, il y a une mise à jour navigateur qui me fait péter mon truc. Donc non, c'est pas pour mettre en prod. Pour s'amuser, oui, principalement pour s'amuser, parce que les side projects pour s'amuser, c'est important. C'est tout. Et aussi pour retrouver le nord. Alors, jeu de mots hyper chiadé, le nord et puis les navigateurs aussi, parce que les navigateurs c'est une boussole, tout ça. Drôle. Je l'avais pas prévu celle-là. Bref. Non, mais pour dire de redécouvrir un peu les navigateurs. Donc, je ne sais pas si, comme moi, quand on fait trop de framework à un moment, on fait du web, mais on ne sait plus vraiment comment le navigateur marche, parce qu'on travaille tellement avec une surcouche qu'on ne sait plus comment ça marche en dessous. Donc, l'idée, c'est de redécouvrir comment ça marche pour de vrai, quitte à se faire un peu du mal le temps du test. Comme je suis joueur, je me suis imposé des règles. Je me suis imposé des règles et je me suis mis mes propres règles, comme au Fight Club. 3 règles. Première, pas une seule ligne de code externe au projet. Ça pique, je vous assure que ça pique. Utiliser le maximum de normes possibles. Donc là, c'est un peu le côté 2018. L'idée, c'est pas de faire du query selector et de faire comme du jQuery d'il y a 10 ans. C'était pas l'objectif. Donc le but, c'est d'aller pousser un petit peu les limites. Et ce qui n'a l'air de rien, à ce niveau-là, il faut que ça marche dans 2 navigateurs. Donc je ne me suis pas donné IE10 comme objectif, hein, qu'on soit bien d'accord, mais juste 2. C'est important. 2, c'est plus que 1 et c'est important parce que les navigateurs, on peut tomber sur des particularités d'un navigateur et si on n'y prend pas garde, on a vite fait de faire un truc un petit peu dédié à une marque. Mon petit slide politique pour dire j'ai un petit peu menti, ou en tout cas il fallait l'interpréter comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de faire Vanilla Web. Donc j'explore la stack. La stack web, il n'y a pas du tout que du JS dans la problématique. Il y a beaucoup de normes et de protocoles sur le chemin. Alors un petit slide architecture. Pour dire, il me fallait quand même une petite vision d'ensemble, et puis je vais partager avec vous une petite vision d'ensemble de où on va. Donc ça, c'est là où on ne va pas. Mais c'était un petit peu pour faire un rapprochement, en tout cas, se faire une idée de comment on y serait allé avec les technos standards aujourd'hui. Donc Webpack et Babel, c'est le côté tooling. La plupart
La plupart des projets utilisent Webpack et Babel aujourd'hui, à part Angular qui va mettre TypeScript à la place, mais c'est l'idée. Et les frameworks, on va utiliser un framework, et puis moi j'aime beaucoup utiliser Redux en plus encore au-dessus. Donc c'est à peu près la stack que j'aurais pris par défaut. Mais aujourd'hui, on est joueur, on va mettre ça. C'est-à-dire que le but, c'est de tuer Webpack aussi, c'est d'avoir vraiment 0 ligne de code, y compris dans le tooling. Et donc je suis allé explorer ce que HTTP2 peut me proposer. Babel, c'est le premier truc en Vanilla.js qu'on va vouloir ne pas utiliser. Donc on va faire du vrai JavaScript dans le vrai navigateur. En Vanilla.js 2018, on va se dire j'aimerais quand même avoir un peu des composants. On va chercher les web components et toute surcouche supplémentaire sera à faire à la main. Et puis après, il y a le sujet prétexte. Alors, dans le monde du web, le sujet prétexte officiel, c'est To-Do MVC. Mais moi, personnellement, des To-Do MVC, j'en ai vu trop. Du coup, mon nouveau joujou personnel est 2048. C'est pas si difficile à coder. Enfin, j'ai pompé l'algo chez quelqu'un un jour. Et depuis, je fais des 2048 à tour de bras avec toutes les technos que je trouve. En ce moment, je fais un 2048 en Rust et je galère. Mais passons. Première technologie qu'on va passer en revue, c'est donc HTTP2. Alors vous verrez que pour toutes les technos que je passe en revue, je fais un petit mot sur la norme, l'organisation de la norme, et un petit mot sur la théorie avant de l'appliquer à mon 2048. HTTP2, c'est une norme de l'IETF, donc j'ai dû rechercher ça sur Wikipédia pour retrouver. Donc c'est l'organisme qui certifie TCP/IP par exemple. Donc c'est des gens qui font du vrai réseau, quoi. Je passe rapidement. HTTP1 avait une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Google trouvait ça un petit peu lent. Ils ont fait leur propre protocole qu'ils ont mis dans leur propre navigateur qui s'appelait Speedy. Puis alors je simplifie à outrance, l'IETF a trouvé c'est plutôt bien, on va l'appeler HTTP2, ça sera bien. Et ils l'ont normé en 2015. Donc dans l'échelle de mesure du temps du web 2015, on est large. Alors comment ça marche HTTP2? Donc la séquence rapidement d'un chargement de page en HTTP1, comme on faisait avant. Donc le client lance une connexion TCP/IP pour demander un document. Le serveur lui répond ce document. Le client ouvre une nouvelle connexion TCP/IP par fichier supplémentaire que le document pointe. Et il y en a un paquet. Là, j'en ai mis 3. La plupart des sites web ont besoin d'une bonne vingtaine de documents pour réussir à se charger correctement. HTTP2, avant même de faire la moindre optimisation, ce qu'il vous propose d'emblée, c'est de conserver la même connexion TCP/IP. Là, vous changez de protocole sur votre serveur, vous configurez à peu près rien, et ça fonctionne comme ça. Il y a déjà énormément de gains à avoir ça. On parle de x2, à peu de choses près. Donc c'est chouette. Mais moi, si je me suis intéressé à HTTP2, c'était pour une fonctionnalité qu'on m'avait bien vendue. C'était le push. Donc en HTTP2, on a une feature qui s'appelle le push et qui permet au serveur de décréter. Donc c'est vraiment le serveur qui dit si tu me demandes index.html, moi je sais que tu auras besoin de tel autre fichier, donc je te les envoie que tu le veuilles ou non. Et donc l'idée, c'est d'économiser le temps de latence qu'il y a au niveau du client pour lire la ressource, découvrir qu'il y a d'autres besoins et les demander. Donc ça, on peut le faire en push. Avant de se lancer, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. HTTP2, c'est relativement fiable. Même IE11, quoi. Je crois que c'est à peu près la seule techno que je présente aujourd'hui qui marche dans IE11. Donc on peut se lancer. D'ailleurs c'est en prod, hein, si vous regardez un petit peu votre DevTools sur les sites les plus courants, ça sera de l'HTTP2 le plus souvent.
Alors pourquoi ça m'a intéressé? C'est parce que, alors, on m'a souvent dit ça. Webpack, il fait un bundle de tous les fichiers, il envoie un gros fichier JavaScript de 5 mégas. Mais une fois qu'on aura le push, on n'aura plus besoin de s'embêter avec ça. On lui livrera les fichiers JS, même s'il y en a 10 000. Avec le push, ça posera plus de problème. Sauf que vous l'avez vu, HTTP2, ça a 3 ans. Et Webpack, je ne sais pas si vous savez, mais ils se portent très bien. Ils sont en 4, tout le monde l'utilise. Donc comment ça se fait et est-ce que je vais réussir à faire mieux et à remplacer Webpack par HTTP2? Alors pour le faire, je l'ai fait en Node parce que c'est du JavaScript, parce que ça s'appelle Vanilla.js et parce que je ne sais pas coder autre chose. Alors, est-ce que Node sait faire du HTTP2 en natif? Ah oui, j'ai pas le droit d'utiliser une ligne de code externe, donc s'il n'avait pas su, j'aurais été bien embêté. Réponse oui depuis la 8.4, donc depuis 1 an ou 2. Stable depuis le mois dernier. À vrai dire, quand j'avais voulu faire ce slide, je voulais afficher un gros écran bien orange en disant attention, vous allez vous casser les dents. Et puis ils l'ont passé stable récemment. Donc c'est bon, j'ai un module natif, j'ai pas besoin de code externe. Alors, je commence à montrer un peu de code. À chaque fois, je ne vous montre pas forcément toute l'appli, juste des petits snippets avec des choses à relever dans le truc. Donc, si vous regardez un petit peu au centre de l'écran, vous voyez que grosso modo, mon serveur, le principe, c'est que je reçois une requête. J'analyse le fichier que je vais envoyer pour savoir si je dois pusher des fichiers avec cette requête. Je boucle sur ces fichiers que je dois pusher, je les envoie un par un, bam, 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 et ensuite je send le fichier qu'on m'a demandé. Ça, c'est le cœur de la page. Et tout le if qui est autour, c'est moi qui ai voulu être un petit peu jusqu'au boutiste, en disant si tu me demandes autre chose que l'index.html, c'est que mon push n'a pas marché et je ne veux pas te le servir. Le principe de mon serveur, c'est push ou rien. Je n'accepte que le index.html comme requête, c'est tout. C'est pas évident le push. Si Monsieur Jack Archibald le dit, c'est que c'est vrai. Pour info, c'est un blog très intéressant que je vous conseille, un mec de chez Google qui parle de pas mal de techno émergentes du web. Et à chaque fois qu'il fait un article, l'article fait 15 pages et ça devient limite la doc de la fonctionnalité. Donc c'est à peu près le cas dans ce cas-là. C'est plus la doc que la vraie doc. Lui-même admet que c'est pas évident à utiliser pour une raison que j'expliquerai rapidement, qui est ce schéma. Donc je ne vous le demande pas de le comprendre en détail, mais grosso modo, c'est tous les niveaux de cache qui sont traversés par une requête dans un navigateur avant d'être servis. Il y a au moins 4 niveaux de cache qui sont traversés. Si jamais le navigateur le trouve dans le premier niveau de cache, il rend ça. S'il ne le trouve pas, il continue, etc. Certains caches sont partagés entre les différentes pages, d'autres non, etc., etc. Conclusion, quand le navigateur a besoin d'un fichier, entre le moment où il se rend compte qu'il en a besoin et d'où il le sort, c'est pas forcément facile à savoir d'où ça sort. Et ce niveau de finesse dans les DevTools pour savoir comment le navigateur vous a servi ce fichier ou comment il a décrété qu'il ne l'avait pas trouvé dans son cache, c'est pas drôle. Par contre, ce qu'il faut comprendre et ce qui est très éclaircissant sur le système du HTTP2 push, c'est le fait de comprendre que le push, c'est un nouveau niveau de cache qui se trouve tout en bas ici, qui s'appelle le push cache. En fait, ce que le serveur a décrété de vous pusher, il le met dans un cache. Il ne va pas l'exécuter parce que vous l'avez pushé, il le met juste dans un cache. Et si après, dans son fonctionnement normal, il se découvre qu'il en a besoin, et il l'aura dans son cache, il n'aura pas besoin de lancer de requête. C'est le principe. Mon 2048, un peu caché là-bas, du coup, a un système de DevTools qui ressemble à ça. Alors, ce n'est pas hyper lisible. On voit une petite colonne qui dit que ça vient du push au lieu d'une requête HTTP. Et on voit la petite barre là tout à gauche qui dit qu'ils ont tous été chargés très tôt dès le début. Par contre, on voit qu'ils sont toujours consommés plus tard que quand le navigateur a décrété qu'il en avait besoin.
La partie moins drôle de mon petit serveur, c'était la fonction find push files que vous avez vu tout à l'heure, là-haut, qui est, j'ai un fichier index.html, qu'est-ce que je dois pusher? Alors même moi qui faisais un truc à la main sans ligne de code, je me suis dit quand même, je vais pas m'amuser à me lister chaque fichier que je dois pusher un par un. Je vais quand même faire un script, et j'ai fait un script, et le script il pique, c'est-à-dire que j'ai fait des vieilles regex pour savoir les imports que je faisais dans mes fichiers. C'est pas très très beau. Et en plus c'est récursif parce qu'un fichier peut en appeler un autre. Ça plante fréquemment ça. Donc s'il y a bien un truc à pas mettre en prod, c'est ce script-là. Alors mes slides café, c'est mes slides mini conclusion pour chaque techno. Mini conclusion sur l'HTTP2. Résoudre ce qu'il y a à pusher, c'est une vraie problématique. Il y a très peu de serveurs aujourd'hui qui essayent de résoudre la question. Ils ne le font pas pour le moment. J'en ai vu un ou deux commencer à explorer la solution. Il faudrait réussir à parser les fichiers, à détecter les imports, etc. Mais il faut le faire bien, il ne faut pas planter. Moi, par exemple, si on met un import en commentaire, je ne m'en rends pas compte et puis je le push quand même, quoi, par exemple. Genre de truc qu'il faudrait que le serveur fasse correctement. Donc ça, c'est un vrai problème. Quid de la minification de la compression? Alors la minification, on peut imaginer qu'on pourrait le mettre à la volée dans le serveur. La compression, c'est encore un petit peu plus compliqué, parce qu'on va compresser chaque mini-fichier un par un en gzip. Je n'ai pas essayé en tout cas dans mon serveur, mais en tout cas, c'est vraiment pas clair de comment on peut s'en sortir avec ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le push HTTP2 dans les vrais serveurs est peu ou pas utilisé. Et Webpack a encore quelques beaux jours devant lui. Mais moi, j'ai réussi. Non. Le JS. Donc le but, c'était de coder en JS, et le but, c'était évidemment de coder en JS moderne. Alors le JS moderne, petit moment historique, le JS moderne est normalisé par l'ECMA, d'ailleurs le JS n'existe plus, c'est l'ECMAScript. L'ECMA est un obscur organisme de certification suisse, parce que Netscape a trouvé que ça à l'époque, à peu de choses près. Depuis les années 2010-2015, même plus précisément, l'ECMA a beaucoup réorganisé le comité de certification du JavaScript. Ça s'est formalisé dans le TC39, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir pour suivre l'actualité du JavaScript. Et on a enfin une actualité tout court. Historiquement, pour information, le JavaScript est un vieux papy de 20 ans. Il a été inventé en 1997. On a eu, au début, ça marchait bien. Ils ont fait pas mal de versions, une par an. Et puis après, il y a eu un drame. C'est-à-dire de 1999 à 2015, il s'est à peu près rien passé. ES5 n'étant pas vraiment révolutionnaire, on a eu pratiquement 15 ans sans mise à jour, jusqu'à qu'ils se mettent vraiment en ordre de bataille. Et maintenant, on a une version par an. Et le nom officiel du JavaScript, c'est ES et l'année dans laquelle a été produit. Aujourd'hui, on est en ES 2018, concrètement. Alors, le joli tableau que je m'attends complètement à ce que vous lisiez en détail, c'est le tableau de compatibilité dans les navigateurs. Alors, il est vraiment connu, hein. Alors les 10 premières colonnes, c'est un peu bizarre parce que c'est les compilateurs de code, et les compilateurs de code ne peuvent pas atteindre un bon niveau de compatibilité. La toute dernière ligne rouge, c'est IE11. Et après, tout le bloc vert, c'est les navigateurs d'aujourd'hui. Comprendre par là, JavaScript, ça marche. Du coup, est-ce qu'on a encore besoin de Babel? Donc, pour rappel, un compilateur qui prend votre code JavaScript moderne et qui le compile pour vos navigateurs d'avant. Et bien, sauf si vous avez encore IE11, non. C'est-à-dire que, et là, pour le coup, je l'ai testé dans cette application. J'ai fait des async functions, j'ai fait tout ce que je connais en ECMAScript moderne. Jamais ni Chrome ni Firefox
n'ont posé le moindre problème. Ah, je l'ai balancé, mes deux navigateurs, c'était Chrome et Firefox. C'est étonnant, n'est-ce pas? Conclusion, le ciel est limpide, le JavaScript n'est de loin pas le sujet le plus important de mon talk. Sauf la fonctionnalité un peu borderline qui sont les modules JavaScript. Donc pour rappel, les modules JavaScript, c'est le fait d'utiliser des imports et des exports, que vos fichiers JavaScript soient isolés les uns des autres, etc. etc. Je ne vous fais pas un cours sur les modules, sinon je n'y arriverai pas. Alors officiellement, ça fait partie de ES 2015, mais dans le tableau de compatibilité, il se garde bien de gérer les modules parce qu'en fait, ça ne marchait pas dans le navigateur. Mais il y a une norme qui commence à sortir et qui serait de dire je fais un fichier JavaScript sous forme de module dans mon navigateur sans Webpack et je mets juste, au lieu de type égale JavaScript, je mets type égale module. Et ça doit marcher. Par qui c'est normalisé? Eh ben, pas le W3C. On verra le W3C juste après, mais c'est pas le W3CI, c'est pas normalisé. Donc, comme d'habitude dans le web, quand le W3C fait défaut, son alter ego non officiel, je prononce pas, prend les devants et dépasse un peu le W3C pour faire quelque chose. Et eux, ils ont commencé à spécifier ce que c'est que le type égale module pour que ça doit marcher. Et heureusement, pour le faire marcher, on a la doc. L'article de Jack Archibald qui nous explique tout ce qu'il faut savoir. Ça marche pas trop mal. Alors c'est encore un peu frais, ça se voit pas bien dans le tableau. Edge et Safari, c'est encore tout neuf. Chrome depuis la 49, bon, depuis la 50, ça va. J'ai pas vraiment d'exemple de code, j'ai vraiment utilisé type égale module, etc. Ça marche, ça fonctionne comme ça. J'ai quelques petits retours après l'avoir mis en place. C'est encore tout frais, même si le can I use maintenant est plutôt vert. Une bizarrerie folle, c'est que tout est considéré cross-domaine. Un JavaScript qui est sous forme de module est considéré provenant de l'Internet mondial et potentiellement dangereux. Ok. On y arrive. Et puis il y a les petits trucs annexes, c'est-à-dire que le JavaScript depuis la page HTML ça marche, mais le JavaScript dans un web worker ça marche pas. Le JavaScript dans un service worker ça marche pas sous forme de module. C'est en train d'arriver, c'est pas encore totalement, ça marche pas encore totalement partout. C'est sur Firefox en plus. Entre temps c'est arrivé sur Chrome. Voilà pour les modules. Maintenant, le gros morceau, les Web Components. Alors les Web Components, là pour le coup, c'est le W3C, donc le vrai World Wide Web Consortium qui est là pour normaliser le web. J'en parle pas beaucoup plus, il a été fondé par le créateur du web en même temps que l'HTML, etc. Alors ils sont en train de normaliser 4 normes. En fait, les Web Components, c'est pas une norme. Les Web Components, c'est un agglomérat de 4 normes qui doivent former un tout cohérent. En vrai, c'est vraiment 4 normes indépendantes et il n'y a pas forcément de règle absolue pour les rendre toutes cohérentes. Et même, c'est un peu plus compliqué que ça. Je reviens sur le sujet. Il est assez complexe. Alors, la première norme, la plus simple pour aller vite, les templates, c'est la balise qui sert à rien. On met balise template, on met du code HTML dedans et ça ne s'affiche pas. C'est à ça que ça sert. L'objectif étant en fait de pouvoir mettre du DOM dans la page et pouvoir le réutiliser en JavaScript, le réutiliser d'une façon ou d'une autre. Mais au moment où on le met dans la page, on l'inclut dans la page, on ne veut pas que ça s'affiche. C'est bien utile, mais c'est pas très difficile. Du coup, ils l'ont implémenté vite dans les navigateurs, c'est ça qui est pratique. Donc ça marche. Les templates, c'est facile. Les custom elements, pour moi, les web components, d'une certaine façon, les vrais web components, c'est les custom elements.
Alors les custom elements, je les définis par un slide de code où je vous demande grosso modo de lire la première ligne et la dernière ligne. Tout le contenu, c'est plus un exemple qui n'apporte pas grand-chose ici. Donc en fait, on définit une classe Hello qui étend la classe HTML element. Donc là, ça sent bon, c'est-à-dire qu'on va définir une classe qui va étendre le concept de ce qu'est un élément HTML. C'est plutôt pas mal. Et là, dans cette classe, vous devinez que c'est grosso modo le contrôleur de votre composant. Et la dernière ligne, c'est Custom Elements, donc une nouvelle API qui est dans votre navigateur. Custom Elements.define, donc je définis un nouveau Custom Element. Je lui donne un nom et je lui passe ma classe. C'est pas plus difficile que ça. Je lui donne un nom, ça sera le nom de la balise à utiliser. Je définis un nouveau Custom Elements et je lui passe la classe qui est le contrôleur associé avec. Et c'est tout ce que vous avez à faire finalement. Et à chaque fois qu'une balise qui s'appelle sweep-hello sera dans votre navigateur, il va instancier votre classe et vous aurez un contrôleur associé à votre balise. Et ça, c'est cool. Par contre, évidemment, là, on commence à toucher un peu les limites. Alors, mon slide a 1 mois de retard parce qu'en 1 mois, Firefox 63 est sorti et les Web Components sont officiellement supportés sans flag dans 2 navigateurs. Alors, la petite sous-règle que je n'ai pas mis dans le slide, c'est que j'avais le droit au flag et donc j'avais quand même le droit d'utiliser les Web Components même avant. Le Shadow DOM. Le Shadow DOM, alors est un peu plus difficile de comprendre le concept derrière le code. Donc, document.querySelector, je sélectionne n'importe quel élément du DOM, n'importe lequel. Et j'ai maintenant une nouvelle fonction qui s'appelle Attach Shadow, qui va créer un morceau de DOM en dessous de cet élément, qui est caché et inaccessible au reste du document. Ça sert à quoi? Ça sert principalement à faire de l'isolation. C'est-à-dire que le DOM qui est à cet endroit-là sera isolé du reste du document et on se sert de l'isolation principalement pour des questions de CSS. Le DOM qui est sous ce Shadow DOM n'est pas impacté par le CSS du reste du document et ça nous permet par extension, si on utilise le Shadow DOM avec les Custom Elements, d'avoir des composants dont le CSS n'est pas impacté par le reste de la page. Et ça, c'est vraiment très pratique. Pour info, c'est même d'ailleurs quelque chose que n'ont pas aucun des frameworks React et compagnie. Le CSS impacte tous les composants. J'ai fait exprès de montrer ce petit bout de code en dehors des Custom Elements. C'est vraiment associé à n'importe quel élément. On va l'associer après. Shadow DOM, ça a exactement le même compatibilité que les Custom Elements. Puis après, il y a la question des HTML imports. Alors pourquoi j'ai mis une grosse croix rouge? D'abord, regardons qu'est-ce que ça permet de faire. Donc ça permet dans une balise head de mettre une balise link comme on aurait fait avec du CSS, sauf que là on va mettre rel égale import et on va lui mettre n'importe quel autre document HTML. Donc dans un document HTML, je fais un import d'un autre document HTML. Ce document HTML, il ne sera pas inséré dans la page à proprement parler. Les scripts JavaScript vont être exécutés et le contenu HTML ne sera pas inséré dans la page, un peu comme dans la balise template. Le principe, encore une fois, comme dans la balise template, c'est d'avoir du contenu HTML qu'on pourra réinsérer, réutiliser après coup. Sauf que tout le monde n'est pas super ravi avec cette feature. Il y a par exemple Mozilla, en 2014, il y a longtemps, a dit c'est mal gaulé, de toute façon on a les modules en JavaScript, donc on ne va pas le faire, parce que c'est nul. Voilà. Ce qui implique un petit peu ce taux de support, à savoir Chrome. Tout ça cache un vrai problème que j'ai découvert. Aujourd'hui encore, quand vous allez sur webcomponent.org,
qui est largement financé par... c'est un site qui est là pour diffuser la bonne parole des Web Components, qui est largement payé par Google. Vous voyez les HTML import comme partie intégrante du concept du Web Component. Or, on voit que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et c'est là que j'ai découvert que c'était quand même un monde qui était très très verrouillé par du lobbying de gros acteurs qui veulent définir ce que seront les Web Components de la façon dont ils l'ont décidé. Mais selon toute vraisemblance, les HTML imports vont sauter. Et du coup, pour la petite histoire, moi j'ai vraiment dû l'enlever quand je me suis rendu compte que ça ne sera jamais compatible avec deux navigateurs. Donc conclusion, mon 2048 avec mon JavaScript moderne qui marchait déjà, finit par ressembler à ça. J'ai trouvé ça relativement correct, j'étais assez satisfait quand j'en étais là. Script type égale module, le point d'entrée de mon application index.js, et dans mon body, une suite de balises HTML qui sont finalement des custom elements que j'aurais définis dans mon JavaScript. Comment je définis mes custom elements dans mon JavaScript? Le schéma global pour mes composants est toujours celui-là. Donc j'ai mon template sous forme de string en haut. Vu que j'ai pas d'HTML import, finalement c'était aussi simple de faire sous forme de string. Et puis on est en ES 2015 et puis que j'ai des strings multilignes et que c'est plus un problème de le faire aussi accessoirement. Ensuite je fais custom elements.define, je mets le nom de ma balise, je crée mon contrôleur extends HTML element et dans le constructeur je crée un shadow DOM et je l'associe à l'intérieur de mon composant. Donc j'ai à la fois un composant qui démarre sur la bonne balise, il crée un shadow DOM automatiquement et j'y insère mon template sous forme de string, je le mets directement dans mon shadow DOM et ça commence à marcher pas trop mal. Conclusion sur mon utilisation finalement des Web Components. L'API, elle fonctionne, mais elle reste quand même bien verbeuse, c'est-à-dire que pour ne serait-ce que binder un argument et de détecter quand la valeur change, il faut une quinzaine de lignes. Ça a l'air de rien, mais quand on a 3 arguments, ça remplit vite de pas mal de choses. Je lance pas le débat sur le concept de classe ou de fonction. Je passe. Ça reste une API verbeuse, tout le monde est relativement d'accord avec ça. Là où j'étais un peu surpris, c'est que je ne sais pas vous, mais moi qui suis dans le milieu depuis quelques temps, les Web Components, on en parle, mais depuis je ne sais pas trop quoi. Ça a été livré dans Firefox le mois dernier. C'est fou, mais enfin voilà, ça reste quand même relativement expérimental. Il y a des problèmes de lobby, de direction et de stratégie un petit peu, voilà. La documentation, on s'en retrouve à savoir quand on trouve sur un article de blog et une documentation de savoir qui l'a produit, si c'est du Google ou si c'est du W3C. Quand j'en suis là, je me dis c'est quand même pas cool quoi. Par contre, il y a ça, le DOM est votre framework, c'est-à-dire que c'est pas react.extends_component, c'est custom element native.define component, mon truc et ça marche. Et ça c'est quand même cool et c'est vraiment mon élément du DOM qui a un contrôleur et que je peux instrumenter. Et ça j'ai trouvé ça vraiment super. Du coup ça m'a fait un peu cette impression là. Bon, je suis en retard, je vous le dis. Donc la phase j'ai dérapé, elle va passer en accéléré. J'ai réussi à peu près à faire fonctionner l'application à cette étape-là, mais comme je m'étais bien amusé et que j'avais pas envie que ça s'arrête, j'ai continué. Déjà, en plus 2048 s'adapte très très bien à ça. Je suis un peu fan de Redux. D'une façon générale, un framework de gestion d'état. Ça s'adapte bien à Redux parce que je peux avoir mon état, c'est le jeu. Mon action, c'est un mouvement. Et il me sort un nouvel état.
Ça marche, c'est bien adapté. Donc je me suis dit, si je rajoutais ça, ça serait encore plus rigolo. Donc pour rappel, le principe c'est que là c'est mon arbre de composants, donc aussi bien React pour Redux, mais là c'est des web components, ça marche tout aussi bien. Je crée un framework qui me crée un store, qui me met toute ma logique à part et qui permet à tous mes petits composants de se référencer à une source de vérité unique et que tout le monde communique correctement. C'est ça Redux à la base et c'est ça qui est pratique. Puis moi je me suis dit j'aimerais bien avoir ça. Et puis en plus Redux c'est facile à coder. Alors tant qu'à faire, pourquoi je pourrais pas le faire? Ah oui, et puis parce que je suis un peu gourmand, je me suis dit tant qu'à calculer la logique, je vais mettre ça dans un thread. Alors c'est parti. Faire un thread en web, en fait c'est pas bien méchant. On fait new web worker, ça lance un thread et puis ensuite on s'envoie des petits messages. En fait le problème des web workers c'est plus de trouver l'utilité que de le faire fonctionner. Puis en plus ça marche. Ah j'étais méchant. Il y a IE11, c'est sévère. Alors pour ceux qui s'intéressent à Redux, le schéma de base, je crée un state de base, j'ai des souscriptions. Quand je me subscribe, je fais que d'enregistrer la souscription dans ma liste de souscriptions. Et je crée une méthode dispatch ici qui envoie le message. Alors en fait, d'habitude, dans une implémentation de Redux, la logique de l'application est sur la partie onMessage là. Sauf que là, du coup, comme je l'ai fait dans un thread, j'ai pas fait la logique à cet endroit-là. J'envoie à mon thread et j'ai une nouvelle action, démerde-toi. Et quand il me répond avec le nouvel état. Du coup, dans mon thread, j'ai grosso modo ça qui dit j'ai un message avec une nouvelle action. Elle me dit le reducer, donc c'est ma logique. Le reducer me produit le nouvel état et j'envoie l'état au thread de base. Évidemment, derrière la fonction reducer, là, il y a tout le jeu 2048. Donc ça, c'était ma partie state management. Et ensuite, ma partie state management, il faut la connecter à mes web components. Et donc, je l'ai fait comme ça. Connected callback, c'est une fonction du cycle de vie des web components pour dire j'ai démarré, c'est bon. Et donc, à ce moment-là, je souscris à mon store en disant à chaque fois que tu as un nouvel état du jeu, tu me préviens et je mets à jour. Donc ça, c'était bien, jusqu'au moment où il a fallu que je code le petit truc en commentaire là. J'y reviens. Conclusion, Redux c'est cool et les web workers c'est cool. Ah oui, comme j'avais dit, dans le navigateur normal, j'avais mes JavaScript modules normaux, j'étais content. Dans les web workers, je dis eh ben non, j'étais pas content. Cette petite remarque-là, c'est justement les trois petits points de tout à l'heure. J'ai un état du jeu, j'en fais un DOM, je fais une représentation dans le document. J'ai un nouvel état du jeu, il faut que je fasse les modifications. J'ai fait l'algo, ça donne ça. J'ai dû le réécrire 3 fois, j'y ai passé une demi-journée et j'étais pas content et j'avais mal au crâne. Donc j'ai fait cette tête-là. Et du coup, je suis parti encore plus loin. C'est là où je vais commencer à accélérer vraiment. Expliquer le Virtual DOM en 1 minute. Alors, non, grosso modo, un framework comme React, vu à pareil, mais c'est moins visible, mais à pareil, il a un algo tout fait pour dire j'ai un DOM, tu me donnes le nouveau et je me démerde. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, dans mon code, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai envie juste de te dessiner ma nouvelle grille, et puis toi, tu te démerdes avec le DOM parce que c'est très très chiant à faire. Par contre, un algo de diff généraliste de n'importe quel DOM vers n'importe quel DOM, ça doit être impossible à coder. Puis là, on lit un petit peu, et puis on trouve un article de blog qui dit genre, comment tu veux faire exactement ce que tu as demandé. Je connais pas le mec, mais cet article de blog est une tuerie, je vous le conseille. Et donc je l'ai fait.
Alors je vous passe un petit peu le code. Juste pour dire que franchement, c'est pas si fou, ça fait 100 lignes. Donc aujourd'hui, là, pour vous les montrer, ça va être compliqué, mais 100 lignes, c'est raisonnable quand même. Et c'est grosso modo une grosse fonction récursive, analyse de nœuds. Analyse de nœuds, si c'est pas pareil, tu remplaces, et si c'est pareil, tu fais une récursion. Et finalement, ça se fait. Et du coup, mes rendus de composants, c'était juste mon nouvel HTML, c'est ça, démerde-toi. Et ça, j'ai apprécié. Et après, j'ai ma petite fonction render là, et tout le diff est fait à ma place. Et ça, j'ai bien apprécié. Conclusion, un virtual DOM, c'est passionnant et ça se fait. Ça, je suis passé rapidement dessus, donc je rentre pas dedans. Et j'ai ma petite démo à faire en 1 minute. Mais vous verrez rien parce que c'est jamais qu'un 2048 quand le serveur fonctionne. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Toc, 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 toc. Donc, vous voyez mon state management en bas et vous avez des shadow routes partout dans le DOM. C'est une démo un peu bizarre parce qu'on ne voit rien, mais en même temps, c'est bien parce que le but, c'est de le faire avec des technofolles, mais que ça marche au final. Donc, à la rigueur, tant mieux. Puis de toute façon, j'ai pas le temps de faire plus. Donc. Alors pour la petite histoire, comme j'avais fait un virtual DOM à la main, je me suis dit je vais faire une librairie parce que c'est quand même trop cool. Donc j'ai fait une librairie qui s'appelle Compo si ça vous intéresse. Alors, petite conclusion, je me suis bien amusé avec ce projet. Sinon je ne serais pas là pour en parler. Ça reste quand même assez rigolo, voire et un peu frustrant quand les mises à jour de navigateur vous pètent votre code parce que vous avez abusé un petit peu avec les fonctions qui sont trop nouvelles. Ça m'est arrivé. Hein. Sur le push, à un moment, Chrome il a mis une mise à jour sur la gestion des certificats HTTPS et mon site s'est arrêté de marcher. Non, non. Enfin bon, ouais. Il y a toujours petit message, petite conclusion, il y a toujours des différences entre navigateurs, c'est juste qu'elles sont sont un peu plus loin, on va dire. Il y a toujours plein de nouveaux trucs qui arrivent, et encore, j'ai pas eu le temps de parler de CSS et plein d'autres trucs. J'ai donné un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, mais ça sera clairement pas ça, ça sera encore autre chose. Donc c'est cool, il y a encore du chemin. Tout le code évidemment est accessible sur cette adresse que je tweeterai de toute façon. Merci à tous les photographes d'Unsplash pour ces jolies photos. Merci à vous. Et le code barre n'aurait pas dû être là. On a largement le temps de prendre au moins 2 bonnes questions, voire plus. Questions. Oui. J'ai plus speedé que nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour et merci pour la présentation. Juste combien de temps ça t'a pris tout ça Tu l'as pris sur ton temps personnel? On me l'a déjà posé celle-là effectivement et c'est dur d'évaluer des projets que j'ai fait très majoritairement sur mon temps personnel le soir et des bêtises comme ça. En tout cas calendairement je l'ai fait sur un mois. En temps productif d'entreprise, je dirais entre 1 et 2 semaines à peu près. Pour l'algo du jeu en lui-même était déjà fait. Je l'avais d'un autre projet. Une autre question, peut-être? Non, c'est bon. Merci beaucoup à toi. Merci.